Alright. Salut. Bienvenue dans Flying Chiki Radio, épisode 6. Le dernier épisode de la première saison. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. Je suis pas tout seul. Ça paraît pas dans le cadre, mais je suis pas tout seul. Nina est avec moi, ma blonde est là. Aujourd'hui, on y va pour une formule un peu Q&A. On est à 4 jours du départ de la Race Across. J'avais moi-même encore un peu des questions que je me posais, puis il y a des membres de mon entourage aussi qui me posaient des questions. Donc je me suis dit que de clore un peu l'aventure en répondant aux questions, puis en continuant à parler, mais peut-être de sujets que j'ai même pas abordés ou que j'ai effleurés. Donc comment on va fonctionner? C'est Nina qui va me poser les questions, moi je vais y répondre, puis voilà. C'est bon? T'es prête? On y va! Alors, première question. Je vais commencer avec les questions sur la Race Across. Donc, on demande comment tu vas gérer ton sommeil. Est-ce que tu vas faire plein de petites siestes ou autre? Pour le sommeil, je sais pas encore exactement comment je vais fonctionner parce que j'ai jamais fait ça, rouler la nuit. Tu sais, j'ai déjà roulé la nuit, mais tout le temps avec un but précis à atteindre que j'atteignais à travers la nuit et non pas dans l'idée que là, je dois traverser une nuit. Fait que je sais qu'il y en a qui s'arrêtent, mettons, des 3-4 heures puis qui repartent. Je sais qu'il y en a qui font comme plus des 20-30 minutes à travers la journée. Moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vraiment essayer d'écouter mon corps puis de voir, tu sais, de distinguer la fatigue physique du fait que tu viens de faire une journée complète de vélo, puis la fatigue qui te dit là, il faut que tu ailles dormir. Puis selon comment je me sens, là, je vais m'arrêter, je vais aller dormir. Souvent, tu sais, plus dans des parcs, puis vraiment dans des trucs, dans des spots plus extérieurs, mais toujours dans l'idée de quand même avoir une performance. C'est ça, ça va être d'essayer d'être à l'écoute de mon corps, de découvrir qu'est-ce que mon corps a besoin. Y a-t-il besoin de plein de petites siestes ou y a besoin d'un gros bloc de 4 heures à travers la journée, tu sais? Fait que ça, dans le fond, c'est vraiment plus après le 1000 que je vais être capable de répondre à ça. Merci. Et encore en lien avec le sommeil, on a une question de la Belgique. C'est quand même... c'est intéressant de le mentionner aussi par rapport à ces deux questions, mais... La personne demande si eux ils disent qu'en Belgique il y a comme des arrêts d'autobus qu'ils peuvent utiliser pour dormir. Ouais. Pour la Race Across, qu'est-ce qui est prévu ou juste en général au Québec? Moi, ce que je vais viser, c'est beaucoup les parcs municipaux. Il y a souvent des bancs, il y a souvent aussi des accès à l'eau. À de l'eau potable, fait que les parcs municipaux, les haltes routières aussi, souvent il y a comme des spots gazonnés où tu peux aller t'installer puis te reposer, puis généralement c'est assez tranquille les haltes routières. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de cimetières parce que c'est comme ouvert 24 heures sur 24, puis des fois même il y a des accès à l'eau puis tout, mais moi c'est jamais quelque chose que j'ai essayé. Tu sais, j'ai jamais comme pensé à googler sur les cimetières pour voir où je vais aller, tu sais, mais c'est un peu peut-être creepy, c'est ça, je sais pas, c'est peut-être l'expérience aussi, mais définitivement si je suis fatigué et que je croise un cimetière, c'est sûr je vais aller l'essayer parce que c'est vrai qu'un peu comme un parc, c'est une place qui est comme ouverte 24 heures sur 24 puis qu'il n'y a pas grand monde qui vienne la nuit habituellement, là, à part peut-être des cyclistes ou des gens en quête d'expérience spirituelle, là, je sais pas, mais ouais, je pense que ça va surtout être ça, là, tu sais, les parcs, les abribus, je sais qu'un classique aussi, c'est les caisses des jardins. Tu sais, souvent les places où il y a des ATM, c'est ouvert 24 heures, fait que tu peux rentrer à l'intérieur dans le petit lobby puis dormir là, mettons, pendant un bout. Ça dépend tout le temps, je pense, de ce à quoi t'es game. T'sais, moi je suis plus un gars d'extérieur puis de parc. Là. S'il fait beau, c'est sûr que c'est ça que je vais viser. Là. L'extérieur, les parcs, les haltes routières. Puis là on a parlé du sommeil, mais c'est quoi la place ou comment organises-tu ton repos de manière générale pour une longue course? J'ai jamais fait quelque chose d'aussi long. Fait que, dans le 3-5 que j'ai fait l'année dernière, qui était comme ma plus longue ride, j'ai jamais arrêté pour dormir, tu sais.
c'était 15 heures non-stop. Sinon, les autres grosses rides que j'avais faites, c'était en vélo camping avec toi, les 2 années. Mais là, encore une fois, on ridait toute la journée, puis le soir, on arrivait à un camping, puis on dormait une nuit normale, tu sais. Puis fait que c'est un peu pour ça aussi que le 1000 me tentait, c'est de découvrir comment tu gères ton sommeil. Il va y avoir à peu près, moi je vais sûrement vivre 2 nuits, de mercredi à jeudi, de jeudi à vendredi, au moins. Fait que c'est ça un des beaux défis du 1000, c'est la découverte de tu gères ça comment. Dormir en bike, en mode course. Puis je pense que c'est vraiment le genre d'affaire qu'il faut que tu l'essayes pour le savoir. T'sais, c'est facile, là, assis à la maison, de me dire « Ah, moi, je pense que je vais faire des siestes de même. » Mais quand ça va faire 360 km que je roule, qui va être 5h15 du matin ou 4h30, je vais être comme « Bon, OK, là, je fais quoi? Je suis fatigué? Je suis pas fatigué? Le soleil se lève? » Fait que c'est ça, c'est le côté découverte. T'sais. Ça, c'est le gros morceau de découverte du 1000, c'est tu fais quoi la nuit, tu sais? Fait que c'est ça. J'ai pas de réponse claire pour le moment, mais clairement qu'après, là, je vais avoir des réponses. Merci. Encore, on retourne avec la question de la Belgique. La personne demande aussi comment que tu trouves ou accèdes à de l'eau quand que les magasins sont fermés. Ça, pour l'eau, le best, la réponse plate un peu, c'est d'être préparé puis de t'assurer d'être plein en eau autour de 9 heures quand tout ferme, tu sais. Mais après ça, je pense que justement, les parcs, les haltes routières, c'est 2 bonnes places, autant pour dormir que souvent dans les parcs municipaux, il y a des fontaines d'eau, tu sais, il y a des places où tu peux aller remplir ton eau. Généralement. Même chose pour les haltes routières, il y a tout le temps des accès à des toilettes, des accès à de l'eau potable aussi. Fait que moi, je dirais que c'est vraiment les 2 places principales que je vais viser. Puis sinon, c'est de voir... Tu sais, moi, j'ai déjà commencé à noter les commerces qui étaient ouverts 24 heures sur 24 sur mon chemin pour justement me dire, OK, au moins, je le sais que même s'il est 1h du matin... telle place est peut-être à 32 km d'où je suis, mais je le sais qu'elle est ouverte et qu'il va y avoir de l'eau. T'sais. Fait que c'est ça aussi. C'est sûr que ça peut être plus difficile quand tu viens de la Belgique là, pour la reconnaissance du terrain, mais même moi qui n'ai pas fait de reconnaissance physique sur le terrain, je suis quand même capable de... Je suis le trajet qu'on a reçu, je suis le trajet, je regarde par où ça passe. Après ça, je m'en vais sur Google Maps, je regarde par où le trajet passe, c'est quoi les commerces qu'il y a autour. Je regarde les commerces qui sont ouverts 24 heures. Puis c'est un peu comme ça que je fais. Mais tu sais, je pense que la meilleure solution pour traverser la nuit avec de l'eau, c'est de la commencer déjà plein d'eau. C'est pour ça que, tu sais, moi j'ai mes gourdes habituellement, mais là je vais aussi avoir ma veste d'hydratation pour être justement capable de commencer la nuit à 9-10 heures avec déjà 3 litres d'eau, ce qui devrait être capable de me faire traverser une bonne partie de la nuit, tu sais. Donc ouais, commencer avec le plus d'eau possible, mais sinon définitivement les haltes routières, les parcs municipaux, je pense que c'est 2 bonnes places à viser pour avoir accès à de l'eau et à un repos en même temps. Tu as fait, l'année dernière, tu as fait le 300 km à la Race Across. Puis il y a aussi le 500 qui est disponible. Mais toi, tu as décidé de passer directement au 1000. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi tu n'as pas décidé de faire un pas à la fois? C'est ma question d'ailleurs, je vais le dire, parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée. Je la connais la réponse, mais je ferais ça fun que tu parles. Parfait. Bon, on en a parlé, on a parlé de la nuit. Quand j'ai fait le 300, j'ai fini avec un sentiment un peu de déception parce que je voulais faire le 300 pour vivre une aventure, chose que j'ai faite. J'ai vraiment vécu une aventure. Là. C'est quand même comme 15h30 assis sur ton bicycle à pédaler. T'sais. Mais je me rappelle que après le 300, je parlais avec ceux qui venaient de finir le 500 puis qui avaient traversé la nuit. Puis je trouvais que le fait d'inclure la nuit dans le trajet, ça ajoutait vraiment une grosse couche d'aventure puis un côté très aventurier. Puis, par contre, dans le 500, vu que tu as juste une nuit, la majorité n'avait pas dormi. T'sais, la majorité ont comme fait le 500 d'un coup. Tu commençais le soir, fait que tu commençais déjà avec la nuit, puis ils finissaient souvent justement le lendemain soir, peut-être 24-28 heures après le début. Tandis que là, de faire un 1000, un, ça me faisait peur. Puis 2,
je sais qu'il va y avoir plus de nuits, tu sais, plus que nuit d'inclus. Fait que t'as pas le choix de gérer ton sommeil. Moi, c'est vraiment ça le défi que j'avais envie d'ajouter au 300, que je suis pas sûr qu'il y aurait dans le 500. Puis, j'avais pas envie de comme terminer mon 500 en me disant c'est le 1000 que j'aurais dû faire. Parce que c'est ça qui est arrivé l'année passée. Je me suis principalement inscrit au 300 parce que j'étais gêné et j'avais peur de m'inscrire pour le 500. Le 1000 n'existait pas encore à ce moment-là. Puis cette année, je pensais faire le 500. Mais quand j'ai vu que là, le 1000 était là, ben, c'est vraiment plus le 1000 que j'ai envie de faire, si je veux être honnête avec moi-même, pour vivre une vraie aventure. Puis, c'est ça. C'est comme un gros gap, mais c'est un gap qui, oui, me fait peur, mais je sais qu'avec ma préparation, c'est un gap qui n'est pas déraisonnable. Tu sais, c'est pas, je le sens pas comme si je passais une étape, tu sais. Je le sens vraiment comme, moi, ma prochaine étape, c'est le 1000. Je dis pas aux autres de faire ça, tu sais. Si pour vous, 300, 500 000, c'est vos étapes, ben c'est parfait. Je veux dire, vous progressez et puis vous devez être fiers de vous. Mais pour moi, le 500, c'était pas l'étape après le 300. Si je me fie à moi, à ce que j'avais envie de vivre puis ressentir avant, pendant puis après, ben c'est vraiment le 1000 que j'avais envie de faire. Tu sais, je me rappelle, là, 2-3 jours, quand t'étais encore en Gaspésie, j'étais ici tout seul, puis j'avais vraiment peur. Là, j'étais comme, on dirait que je réalisais un peu l'ampleur de ce que j'allais faire, tu sais, puis là, je préparais les choses, puis je sais que ça, je l'aurais pas vécu avec un 500. Parce qu'un 300, c'est une distance que je juge maintenant comme acquise. Puis le 500, c'est pas tant loin du 300, mais le 1000, yeah, là, je le sens que c'est le terrain de jeu que j'avais envie d'affronter. Tu voulais avoir une frousse. C'est ça. Et tu l'as. Oui. Ben, j'ai une autre question qui s'est rajoutée, puis que je trouve qu'elle fait un peu du sens avec ce que tu viens de dire. Comment vas-tu qualifier une course réussie? Qu'est-ce qui, pour toi, va faire en sorte que ta race across va être réussie ou un échec? Même si j'aime pas le terme échec. Ouais. Ben, tu fais bien de pas aimer le terme échec parce que c'est sûr que ça sera pas un échec. Moi, c'est comme, dès que je me ramasse sur la ligne de départ puis que je pars, peu importe ce qui arrive après, ça sera pas un échec. Parce que je vais être allé, tu sais. Après ça, ben, tu sais, j'en avais déjà parlé un peu dans un épisode, mais dans mes objectifs, tu sais, mon premier objectif, c'est de la compléter. Parce que moi, j'ai jamais fait ça. Fait que peu importe en combien de temps je le fais, même si je dépasse le temps limite prescrit par la Race Across, ça va quand même être un record, tu sais. Fait que c'est de la faire, tu sais. En fond, c'est ça. Me rendre, la partir, c'est le premier objectif. Du moment où ça c'est atteint, je vais être fier de moi puis je vais la juger réussie. Après ça, c'est juste comme des couches de coulis que tu rajoutes sur ton cornet, tu sais. Puis, fait que là, de la compléter dans le temps prescrit en moins de 84 heures, donc en moins de 3 jours et demi, c'est comme un premier check. Yo, je le fais dans le temps limite, tu sais. Mais moi, vraiment quelque chose plus pour le côté performance, puis pas dans le côté... qualitatif, mettons, mais dans le côté quantitatif, là, si j'avais à me donner un deadline personnel, moi j'aimerais ça la compléter en moins de 3 jours, en moins de 72 heures. Ça serait comme mon objectif de performance et non pas mon objectif premier. Tu sais, mon objectif de performance, il arrive comme en 3e position. Les 2 premiers qui sont qualitatifs sont, à mon sens, beaucoup plus importants. Mais après ça, je trouve ça le fun, tant qu'à participer à une course chronométrée, de me dire, moi, mettons, là, quel temps, pas je ferais pour être fier de moi, mais qu'est-ce que je pourrais viser qui serait un peu smart, là, tu sais, atteignable, raisonnable, puis en moins de 72 heures, c'est quelque chose qui, pour moi, aurait de l'allure, puis que si je suis pas capable de faire, ben c'est pas grave. Mais que si je suis capable de faire, ça va être comme un check le fun de plus, tu sais. Mais c'est vraiment pas ça que je vis. Ça, c'est plus en roulant. À un moment donné, je vais peut-être être comme, hey, je vais peut-être réussir en 72 heures, tu sais. Mais sans donné, je regarde, puis je suis comme, hey, ça va être impossible en 72 heures. Ben, ok, parfait. Cet objectif-là, il prend le bord, puis on se concentre juste sur le compléter en 84 heures. Puis sans je vois que, hey, en 84 heures, ça ne fonctionnera plus. Parfait, on fait juste se concentrer à le
compléter. Puis ça je vois que je serais plus capable de le compléter, mais j'avais comme, hey dude, même si t'arrêtes à 868, là, t'as quand même fait 868 km, là, c'est quand même plus qu'un aller-retour Québec, là. Comme, c'est déjà une excellente performance, là. Fait que c'est ça que je dirais. Une question plus candide, mais très pertinente. Ouais. Comment vas-tu gérer le mal aux fesses? Ah ouais, c'est écrit fesses? Non, ben j'ai choisi un autre terme, là, Ok. censuré. Oui, moi je l'ai vu la question. Pour répondre à Dave, comment je vais gérer mon mal de cul pendant tout ce temps-là? Ben, tu sais, c'est pas dans le 1000 que tu apprends à gérer les douleurs, tu sais, c'est vraiment dans la préparation puis dans le volume de préparation. Tu sais, moi, toutes mes raids à vélo que j'ai fait depuis le septembre dernier, c'était avec la vision du 1000 km qui s'en venait. Fait que toutes les raids que j'ai faites cet hiver, tu sais, j'ai quand même été en bike à l'école tout l'hiver, là. Je pense on avait calculé, puis c'était comme 96 journées sur 100, à peu près 102 là, que j'ai fait à vélo. Fait que c'est dans ce volume d'entraînement-là que tu apprends à gérer les douleurs aux fesses puis l'inconfort aux fesses. C'est pas là, pendant ton 1000, que tu apprends à le gérer, tu sais. Puis est-ce que j'ai mal au derrière? Oui. Mais alors ça, je pense que c'est comme n'importe quoi. Comme quand je faisais des demi-marathons, tu sais, où tu as des douleurs qui apparaissent puis qui redisparaissent, tu sais. Fait qu'il y a clairement des moments où j'ai mal aux fesses, mais tous ces moments-là vont être temporaires, puis je vais revenir à un moment où j'aurai plus mal aux fesses, tu sais. Fait que c'est ça, je dirais que c'est juste... c'est la préparation qui fait ça, puis c'est un peu la dureté du mental de dire, ben oui, j'ai mal, mais comme ça fait 712 km que je suis sur mon vélo, forcément, j'ai mal un peu, tu sais. Fait que c'est ça. Est-ce que quelqu'un va toujours te suivre durant la course? Si oui, comment? Ouais, ben en fait, ça va être possible de me suivre parce que tous les participants ont une balise GPS, fait que tout le monde va pouvoir suivre tout le monde, tu sais. Puis la base de vie, eux, savent tout le temps on est où. C'est une question de sécurité aussi, là. Puis sur notre balise GPS, on a un bouton SOS qu'on peut appuyer, puis ils vont venir nous chercher. Mais moi, j'ai aussi Tuco, mon meilleur ami, qui va être là, dans le fond, sur son cell, puis lui, sa job, c'est qu'il va me texter à chaque 2-3 heures pour me dire t'es rendu en telle position, la personne devant toi est à telle distance, la personne derrière toi est à telle distance, tout le temps pour un peu me donner une idée je suis où par rapport aux autres, tu sais. Fait que mon contact le plus constant pendant la Race Across, ça va surtout être Tuco, avec qui j'ai un contact à chaque 2-3 heures, tu sais. Mais sinon, l'avantage en bike, c'est ça, tu sais, je veux dire, si je veux envoyer un voice à ma blonde, à toi, tu sais, je vais pouvoir t'en envoyer un. S'il y en a qui veulent m'envoyer des voices pendant, ben, tu sais, je vais pouvoir les écouter en roulant. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui va me permettre de rester en contact. C'est ça qui est drôle, tu sais, je pars pour une immense aventure, mais je suis quand même hyper rejoignable, tu sais. Fait que, puis tu sais, puis ça, j'en profite pour le dire, mais je vais le redire à un autre moment, mais tous ceux qui vont prendre le temps de venir sur la route me voir, tu sais, à n'importe quel moment, c'est sûr j'arrête puis que je vous dis merci puis que je fais un câlin, là, tu sais, je vais pas comme, je me rappelle, nous on était allé voir Henri, tu sais, puis on l'avait encouragé, puis ça c'était vraiment nice, tu sais, fait que n'importe qui va être là, c'est sûr je prends le temps d'arrêter, de dire hey, merci d'être là, puis après ça je repars, tu sais. Fait que je vais tout le temps avoir un peu de monde avec moi au final à travers les messages textes, à travers les voices, à travers Tuco, à travers moi qui va t'appeler, tu sais. Fait que t'es jamais tout seul, il y a rien de tout ça que je fais tout seul, tu sais. Il y a tout le temps quelqu'un avec moi. Comment trouves-tu ta motivation? Oh boy. Je te donne le défi d'être concis. Ben, tu sais, la motivation. Tu sais, moi, j'avais envie de me donner un objectif qui n'a pas rapport avec la motivation. Tu sais, c'est quelque chose que j'avais envie de vivre. Le 1000 km, là, je vais le vivre. Si la question est par rapport à comment tu trouves la motivation pour te préparer pour un si gros événement, ben, c'est pas tant une question de motivation que d'objectifs clairs, puis de qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif-là. Tu sais, moi, j'ai appliqué ce que je savais que je devais faire pour me préparer à cet objectif-là, au meilleur de ce que j'étais capable de faire puis du temps que j'avais. Il y a des fois, j'étais motivé, il y a des fois, ça me tentait pas pantoute, mais mon objectif était tellement clair que c'est ça qui me permettait de rester
pas forcément motivé tout le temps, mais aligné sur mon objectif, je dirais. Donc, c'est ça. Plus ton objectif est clair, plus tu es motivé, plus tu es aligné. Fait que ouais, c'est ça que je dirais. Vraiment, c'est plus une question d'objectif que de motivation. Bravo pour cette réponse concise. Merci. Dernière question que je trouve vraiment bonne. Est-ce que tu voudrais nous expliquer les liens que tu fais entre le sport et la vraie vie? Ça c'est en tout cas, ben, il y a comme plein de liens, tu sais, qu'on peut faire. Si on part du début, mettons, il y a clairement le côté préparation. Tu sais, pour des défis physiques comme ça, comme dans la vie, être prêt, ça aide. Tu sais, avoir réfléchi à justement, ben, qu'est-ce que j'ai à accomplir? Parfait, c'est ça que je vise. Bon, ben, comment est-ce que je peux me rendre à cet objectif-là? C'est quoi les étapes? Pour chaque étape, qu'est-ce que j'ai besoin? Bien, ça, c'est comme dans la vie, tu sais, que ce soit une nouvelle formation que tu vas aller chercher, que ce soit conquérir la femme de tes rêves, que ce soit un défi physique que tu veux relever, que ce soit le père que tu as envie de devenir ou la mère que tu as envie de devenir, bien, tu te crées un objectif clair. De cet objectif-là, tu fais de la préparation. Fait que, dans le fond, ça s'applique, tu sais, à un 1000 km comme à la vie en général. Ça peut être au travail aussi, tu sais. Après ça, ben, comme dans la vie, ça va tout pas se passer comme tu avais prévu, tu sais. Fait que tu vas être obligé de t'adapter. Tu auras beau avoir fait un plan hyper précis, puis hyper solide, il va y avoir des cracks dans ton plan. Tu sais, il va y avoir des failles, il va falloir que tu t'adaptes, tu vas avoir des imprévus, comme dans la vie. Tu n'auras pas le choix de t'adapter, tu sais. J'ajouterais aussi que peu importe à quel point j'ai l'air d'un fois, peut-être d'un œil extérieur, ou moi d'un fois je le sens que je suis seul là-dedans, ben t'es jamais seul là-dedans. Tu sais, dans mon 1000, c'est moi qui est devant la caméra, c'est moi qui est en train de parler, c'est un peu moi le personnage principal de cette histoire-là, tu sais, mais je suis tellement pas tout seul dans cette histoire-là. Il y a toi, il y a ma mère, il y a mes cousines, il y a, qui vont venir garder les enfants pour que toi tu puisses venir. On est dans la vie, il y a des fois on a l'impression d'être tout seul, soit à vivre ce qu'on vit ou à avoir les défis qu'on a. Mais dès que tu te mets à parler un peu avec du monde autour de toi, tu te rends compte que ben non, finalement, il y a plein de personnes qui ont ces défis-là, tu sais. Puis dans un défi comme le 1000, c'est un peu ça, tu sais. Il y a plein de fois où je suis comme ailleurs, je suis tellement tout seul. Mais après ça, je suis comme, ben non, premièrement, il y a plein d'autres mondes qui font le 1000. Mais il y a aussi plein de gens qui, indirectement ou directement, m'aident à préparer ce 1000-là, tu sais. Un peu comme dans la vie, tu fais pas les choses vraiment tout seul, tu sais. Puis c'est pas parce que la personne n'est pas avec toi en train de lever le divan qu'elle est pas en train de t'aider, tu sais. Elle peut être en train de faire autre chose ailleurs. Mais ce qu'elle fait ailleurs te permet de toi être là en train de lever le divan, tu sais. Fait que... Ben c'est ça. Ça serait un peu ça, je dirais, les liens que je fais. Puis j'ajouterais aussi le côté... j'en parlais avec ma cousine Jess, là, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, tu sais, le côté résilience. Parce que dans des gros défis comme ça, tu as souvent des espèces d'infos de down. Puis là, à un moment donné, hop, tu repognes un up. Puis de te dire, aïe, elle vient d'où cette énergie-là? Tu sais, là, 3 minutes, je me sentais comme au bout du rouleau. Puis là, 3 minutes plus tard, je roule, puis ça va bien, puis j'ai regagné 4 km/h. C'est comme, ouais, tu sais, d'où ça vient cette énergie-là? Mais c'est ça, comme la résilience, d'évoluer, c'est que tu grandis, fait que tu es capable de tolérer ou d'encaisser plus de choses. Tu deviens plus fort. Parce que tu es plus fort, tu es prêt à prendre de nouveaux défis. Mais c'est... Tu sais, quand tu te regardes des fois dans un moment, tu te dis aïe, comment est-ce que je pourrais toffer ça pendant 700 km, tu sais. Mais dans 400 km, tu seras plus la personne que tu étais quand il t'en restait 700 à faire, tu sais. Fait que tu évolues, puis au fur et à mesure que tu évolues, ben, tes ressources évoluent, tes capacités évoluent. Puis ça, c'est comme dans la vraie vie, tu sais. Tu dis... Tu sais, là, nous, on a nos enfants, puis là, des fois, c'est comme aïe, je peux pas croire que ça va être ça pendant 3 ans, mettons. Mais... toi aussi, tu évolues avec eux, tu sais, puis toi aussi, tu apprends à mieux les connaître, tu apprends mieux toi te connaître, à mieux gérer. Fait que même s'il y a tout le temps des nouveaux défis qui apparaissent, l'expérience que tu as gagnée en gérant les défis d'avant t'est utile.
Puis dans les défis physiques, comme dans la vie, ça, je pense que c'est vraiment important d'être résilient, tu sais. C'est tout. C'est tout? Oui. OK, bon ben... Moi, je vais en profiter alors pour vous annoncer la fin, mais est annoncé à toi aussi en même temps, la fin de la saison 1 de Flying Chicky Radio. Après 7 épisodes, là, incluant l'épisode 0, ça a été vraiment une belle aventure. Tout l'été, de vivre ça, de partager ma préparation avec vous, de me forcer aussi à réfléchir à cette préparation-là avec vous. Tu sais, le fait de me filmer, il y a un peu d'égoïsme là-dedans, dans le sens que ça me permet de me poser des questions, ça me force à y répondre d'une manière que plus réfléchie, tu sais, puis plus approfondie. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment comme quelque chose d'important. Puis là, d'arriver à la fin de l'été avec le défi, je trouvais ça important de finir la saison Flying Chicky parce que c'est important de parler de Flying Chicky, c'est important de partager mes défis, mais c'est aussi important d'être avec ma famille, d'être avec toi, d'être avec les enfants. Puis forcément, de filmer toute cette saison-là cet été, de faire des moments comme ça, ben ça m'a pris du temps que j'ai pas eu avec ma blonde, avec mes enfants. Puis c'est correct parce que c'est un choix d'équipe qu'on fait puis qu'on est fiers de faire. Mais on est aussi fiers de le faire parce qu'on le sait qu'il y a un moment où nous, on va se retrouver. Tu sais, là, l'école va recommencer. Moi, je suis enseignant, je l'ai souvent dit. L'école va recommencer. Fait que c'est pas que je vous aime pas, mais c'est que j'aime beaucoup ma blonde puis mes enfants. Fait que j'ai envie de repasser du temps avec eux, tu sais. Il va y avoir une saison 2, je sais pas exactement quand elle va venir, mais c'est sûr qu'il va en avoir une. Mais c'est important aussi, je pense, après un gros défi comme ça, qui va tellement avoir occupé de place dans mon esprit, d'après ça, me retrouver un peu dans mon fort, tu sais, puis de me retrouver dans mon cocon familial, les petits Cecchini Vigneault ensemble. Ça va me faire du bien, ça va m'alléger, ça va me permettre de vous retrouver. Tu sais, des fois, l'équilibre, on en parle souvent. Tu sais, l'équilibre, c'est pas tout le temps de tout faire à 50-50, tu sais, à égal, mais c'est d'accepter que, OK, peut-être qu'en ce moment, Flying Chicky prenait plus de place, puis ma famille un peu moins, mais c'est d'être capable d'emmener de justement renverser cette vapeur-là en mettant fin, par exemple, à la saison de Flying Chicky pour donner plus de temps à ma famille. Donc, merci ma blonde. Merci de m'avoir accompagné depuis depuis les 2 dernières années, à peu près, dans tout ça. Ça va comme, tu sais, c'est moi qui le fais, c'est ça que je dis, c'est moi qui le fais, mais c'est nous qui le vivons. Tu sais, mes enfants le vivent aussi, ma blonde le vit aussi, ma famille, mes amis, tout le monde le vit, puis c'est correct, puis c'est vraiment le fun, mais ça me tente aussi à un moment donné de juste comme retrouver ma blonde, puis d'être bien... pas que je suis pas bien, là, mais d'être bien avec vous, là, puis d'être, c'est ça, en mode cocon, tu sais. Pour ce qui est du recap, pour la Race Across, je vous prépare un petit produit spécial, un petit projet spécial qui sera pas un épisode de Flying Chicky Radio, qui va être, ben vous verrez, ça sera une surprise, mais ça va être ça va être différent. Ça sera pas juste moi assis en train de parler, ça va être différent, puis plus dynamique, puis plus artistique, puis plus créatif. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. On a fait le tour des questions. Parfait. Hey, ça tombe bien. Donc, merci. Merci pour ce dernier épisode. On a répondu aux questions. Donc, cet épisode était enregistré en direct de Saint-Hilaire le 16 août 2025 à 4 jours du départ pour la Race Across. J'en profite pour remercier, avant de raccrocher, Camelback. Merci de m'accompagner et de me garder hydraté pendant ma ride. Je ne l'ai pas avec moi, mais merci aussi à Giro pour mon casque. Merci à Pep2Go d'être là depuis le début, depuis la dernière année, à me nourrir en ce son, à s'assurer que je garde mon sel, que je sois en forme. Merci GD, t'es vraiment hot. Puis voilà, quelle meilleure façon de clore ça qu'avec ma blonde au soleil. Hein? Merci, ciao ciao!